on va passer tout de suite à Angron. Le supplément Angron, les nouvelles règles d'abordage. Et alors, j'ai fait comme la dernière fois, c'est-à-dire que bon, c'est un petit peu plus court, heureusement. J'ai passé complètement en revue les règles et ainsi de suite. Et donc voilà. Alors déjà, chose hyper importante, ces règles. Déjà, je vois pas pourquoi vous auriez Angron si vous n'avez pas Abaddon. On est toujours dans le cadre de Arcophomène. Et surtout, chose très importante, les règles que vous allez trouver là sont les mêmes, notamment au niveau de la création d'armées, sont les mêmes que celles que je vous avais montrées sur Warhammer Community en anglais. J'allais te poser la question. En fait, quand j'ai vu ça tout de suite, j'ai tilté, je voulais pas te couper, et là, je le fais. Donc, les règles là, dans Angron, sont les mêmes en français. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Sauf que il y a quand même un gros delta, puisque dans Angron, vous avez 6 factions, et il n'y a même pas vraiment 6, parce qu'il y a les World Eaters, les Space Marines du Chaos, avec tous les Space Marines du Chaos, mais pas la Death Guard et pas les Thousand Sons. Merci. Vous avez les Space Marines, donc là, avec les Space Marines, vous avez les Dark Angel, les machins qui sont dedans. Ensuite, vous avez les Grey Knights, vous avez les Grey Knights, l'Astra Militarum et les Orcs. Et c'est tout. Yep. C'est naze. Ça fait vraiment chier. Pas de tyrannide, pas de machin. Enfin bref. Donc. Mais de toute façon, on peut pas jouer. Si, en théorie, attends, on peut jouer. Je veux dire, si Julien il prend le premier bouquin et qu'il fait sa troupe Necron comme c'est mis, il peut. Oui. Mais il y a des trucs en plus là-dedans, en fait. C'est ce qu'on va voir ce soir. C'est-à-dire que effectivement, il y a plein de petites choses en plus. Il y a plein de petites règles en plus et plein de stratagèmes en plus. Alors là, quand je dis plein de stratagèmes en plus, je sens qu'il y en a déjà qui sont en mode panique, ce qui est tout à fait normal, mais c'est pas le cas. Parce que ils ont mis, vous le verrez, 6 stratagèmes par faction. Et c'est des stratagèmes, vous allez le voir, iconiques, donc c'est super bien. Par exemple, il y a la physiologie transhumaine. Par exemple, il y a le t'es là, t'es plus là pour les orques. Voilà. Donc c'est juste des petits stratagèmes comme ça qui sont iconiques, et ça c'est vraiment cool, parce que du coup on retrouve la petite personnification qu'il y avait dans les stratagèmes, mais il y en a très peu, et puis il y en a qu'on retrouve dans les uns et les autres. Bon, ça va prendre le temps que ça va prendre. On va tout de suite commencer par les World Eaters. Puis tout simplement, je vais vous lire certains passages. C'est les mêmes règles que donc sur Warhammer Community, comme je l'ai dit. Donc vous pouvez, c'est à peu près les mêmes règles que pour les autres du chaos. Donc vous pouvez inclure une unité. Alors bon, je vous passe je vais le dire une fois bien. Quand vous rassemblez une patrouille d'abordage, si votre faction est World Eater, les règles suivantes s'appliquent quand vous ajoutez des unités à votre détachement de patrouille d'abordage. Elles prévalent sur les règles normales qui s'appliquent lorsqu'on rassemble une patrouille d'abordage. Donc en gros, c'est les règles de patrouille d'abordage qui prennent le pas sur votre règle de codex. Si on vous dit ça vous y avez pas le droit, vous y avez pas le droit, cherchez pas midi à 14h. Voilà. Vous pouvez inclure une unité d'attaque rapide, mais seulement s'il s'agit d'un rejeton du chaos. Donc ça, voilà. Pas plus d'unités de cultistes que d'unités de Space Marine du chaos. Là, dans le cadre présent de Berserker de Khorne. Et quand vous formez une escouade d'abordage, vous ne scindez pas les unités de cultistes en unités séparées. Voilà, ça c'est les règles de base. C'est-à-dire que si vous avez une unité de 10 cultistes, de toute façon vous pouvez pas en avoir une unité de 20, donc une unité de 10, elle se ne transforme pas en 2 unités de 5. Je vous rappelle la règle de base de Boarding Action, quand vous avez une unité de 10, sauf mention contraire, vous êtes obligé de la scinder en 2 unités de 5. Voilà. Par exemple, si vous avez une unité de 10 boys, puisque vous pouvez pas en avoir une unité de 20, parce que c'est 10 max, vous avez en fait 2 unités de 5 boys. Il y en a une où il y a le nob et une où il n'y a pas de nob. Voilà. Je pense que c'est parce qu'ils ont jugé que c'est trop faible de mettre 5 pauvres Cadiens, par exemple. Mais voilà. Ou parce que ce serait trop fort. Parce que du coup, la difficulté du boarding action, c'est quand même d'avoir des troupes. Aptitudes et règles. Donc, l'aptitude de Félon, de Karn le Félon, n'affecte que les unités amies visibles de lui-même. Chaque fois qu'une unité de votre armée est détruite, vous gagnez 1 point de dîme de sang. Et les unités berserk de corde perdent l'aptitude élan sanguinaire tant qu'elles sont sur le champ de bataille. Ensuite, ce qui est intéressant, vous avez 3 améliorations qui remplacent les traits de seigneur de guerre qui sont eux-mêmes
ceux de Board Game Action qui remplacent ceux de vos codex respectifs. Donc vous avez de mémoire celui qui vous permet d'ouvrir les portes, un autre qui vous permet d'avoir plus en force, ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, vous en avez 3, sachant que je vous rappelle que vous ne pouvez en donner qu'un seul à un de vos personnages, ou pas d'ailleurs, à votre seigneur de guerre, mais c'est pas forcément un personnage, votre seigneur de guerre, ça peut être une figurine dans une unité. Je vous le rappelle, mais je vais pas vous le dire ça à chaque fois, mais bon, cela dit, si vous regarderez revoyez la vidéo sur le Boarding Action. Donc, assoiffé de combat, la première fois que le porteur détruit une figurine ennemie, à chaque phase, vous gagnez un point de dîme de sang. Ou bien, la plaque cuisante, ajoutez 1 au jet de sauvegarde d'armure pour le porteur, ou ajoutez 1 à la caractéristique de point, ajoutez 1 à la caractéristique de point de vie du porteur. Enveloppe mutante, vous pouvez relancer le jet d'advance de charge pour le porteur. On ne peut pas faire d'attaque en état d'alerte contre le porteur. Donc voilà, ça c'est un truc que vous pouvez mettre sur sur votre seigneur de guerre. Chaque faction a en gros 6 stratagèmes. Donc là j'en ai sorti 2, parce que sinon on va pas tous les faire. Feel No Pain A5 contre les tirs. Voilà, donc c'est ténacité sauvage. Et puis vous avez -3 en commandement si vous faites un mort. Donc ça c'est démembrement sanglant. Donc si vous faites un mort dans l'unité d'en face, l'unité a -3 au commandement et elle ne peut pas, vous ne pouvez pas relancer de test de morale. Voilà. Le troisième, frénésie sanguinaire. Quand tu as été détruit au CAC, bah tu peux combattre quand même. Alors ça c'est un truc qu'on va retrouver souvent. Ça c'est un stratagème qu'ils ont mis dans à peu près toutes les factions. C'est-à-dire que quand on a son unité qui a été détruite au CAC, on peut combattre quand même. Et ça c'est plutôt cool parce que on voit qu'en système Abaddon, on s'est rendu compte que en boarding action sans ces règles-là, bah c'est souvent le premier qui a chargé qui a gagné. Bah là, pour le coup, tu pourras taper quand même. Donc si tu fais une petite unité de cordon, bah même si elle se fait transpercer, elle pourra quand même taper. Donc ça c'est bien. Alors l'approche directe, tu peux traverser une écoutille fermée une fois par partie. Oh. Ça c'est pas mal. Sur un 4+, tu peux adjurer un sort. Donc ça c'est normal, il y a le côté World Eater, Corne et ainsi de suite. Et charge à 3d6 à travers tes propres unités. La charge furieuse. Donc c'est pas mal parce que ça peut débloquer une situation. Donc c'est des stratagèmes qui sont quand même très simples, très basiques et qui sont fluff. Donc ça c'est une bonne chose. On va passer maintenant au chaos. Allez, on passe aux Space Marines du chaos. Les Space Marines du chaos, alors qu'est-ce qu'il y a de notable ? Alors la même chose, hein, donc c'est la même chose, je rappelle, que sur Warhammer Community. Toutes les unités légion de votre patrouille d'abordage doivent appartenir à la même légion, c'est important. Vous pouvez inclure une unité d'attaque rapide, donc c'est seulement un rejeton du chaos. Vous pouvez inclure jusqu'à 2 unités QG et jusqu'à 2 figurines personnages, mais seulement si l'une d'elles est une unité sombre communion. Donc ça c'est les nouveaux cultistes. Ça. Vous pouvez inclure plus d'unités cultistes que d'unités infanterie, base, traitor, Astartes. Mais vous ne pouvez pas avoir plus de 2 fois plus d'unités cultistes que vous n'avez d'unités d'infanterie de base, traitoris, Astartes. Donc il y a une petite... là vous avez le droit à... par exemple, si vous avez une unité de Space Marine, vous avez le droit à 2 unités de cultistes. Vous ne pouvez pas inclure plus d'une figurine équipée d'un grimoire du funeste feu. Si vous incluez une unité possédée Traitores Astartes, elle ne peut avoir un effectif initial que de 5 figurines. Et vous ne pouvez pas mettre de figurines supplémentaires. Quand vous formez une escouade d'abordage, ne scindez pas les unités cultistes, bandes de cultistes, en unités séparées. Donc ça, c'est ce qu'on expliquait. Les unités cultistes maudits, doivent former des escouades d'abordage scindées. Vous scindez l'unité avec d'un côté les mutants et d'un côté les tourmentés. Voilà, j'avais du mal à me rappeler comment c'était. Oui, c'est pour celles qui sont mixtes entre des humains et des mutants. Vous mettez les mutants d'un côté et les tourmentés de l'autre. Voilà. Ensuite, adaptation des règles. Là, c'est pareil, ça a été sur le truc de Warhammer Community. Si votre légion ne fait pas partie de la liste suivante, alors vous pouvez utiliser
l'amélioration et les stratagèmes associés à la Légion dont vous utilisez les règles de Légion. Donc si vous n'êtes pas Black Légion, Red Corsair, blablabla. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez une Légion qui est Légion perso, bah vous prenez ce que vous prenez. Vous dites, moi tiens, je prends Black Légion. Voilà. Et puis vous prenez les règles de la Black Légion. En gros, ça veut dire ça, quoi. Quand une figurine ennemie fait une attaque de tir qui cible une unité avec les maîtres de la duplicité, si la figurine qui attaque est à plus de 6 pas, eh ben vous avez le couvert contre l'attaque. Donc le couvert léger. Plus un sauvegarde. Le pouvoir psy temps altéré passe à Warp 9 et le pouvoir psy possession a une valeur de 8. Voilà. Ça, c'est des changements en gros. Et puis après, qu'est-ce que... Bon, alors je passe sur toutes les améliorations. Ce qu'ils appellent les améliorations, c'est en gros les traits de seigneur de guerre. Donc là, il y en a un petit peu plus, parce qu'il y en a un pour Khorne, un pour Tzeentch, un pour Nurgle et un pour Slaanesh, qui sont fluff. Et puis après, vous avez un peu plus de stratagèmes, parce que là encore, vous en avez un par... un pour Nurgle, un pour Slaanesh, et ainsi de suite. Et un pour le chaos universel. Alors, ce que j'ai bien aimé, par exemple, le premier, c'est N éternel, c'est en fait vétéran de la longue guerre. Donc, plus un pour à la blesse, et si c'est des Terminators ou des possédés, ça coûte 2 PC, sinon ça coûte 1 PC. Mutinerie, j'ai trouvé sympa celui-là. Utilisez ce stratagème à votre phase de mouvement. Quand une unité de cultistes de votre armée termine son mouvement normal, vous pouvez ouvrir une écoutille à un pas de cette unité, donc ça ne change pas la règle, même si votre adversaire veut vous empêcher d'ouvrir l'écoutille. Ça, j'ai trouvé ça cool, parce que t'as les cultistes qui sont derrière, donc ils sont force 3, on va dire, et si le mec il a plein d'unités et tout, avec ce petit stratagème-là, tu peux quand même l'ouvrir. Et ça, j'ai trouvé sympa, mais ça marche que sur les cultistes. Et puis après, t'as phénomène terrifiant, donc qui ne marche qu'avec le chaos universel. Utilisez ce stratagème au début de votre phase de morale, choisissez une unité ennemie à 12 pas d'une unité chaos universel Traitoris Astartes. Jusqu'à la fin de la phase, votre adversaire ne peut pas choisir l'unité choisie pour le stratagème Courage Insensé, donc tu peux pas faire la réussite auto de ton test de morale, ni utiliser la moindre règle lui permettant de relancer son test de morale pour l'unité choisie. Donc ça, c'est vraiment dur. Et en plus de ça, si l'unité choisie rate son test de morale, elle rate aussi l'action qu'elle était en train de faire. Donc ça c'est vraiment, j'ai trouvé ça vachement sympa. Et ça coûte 1 PC, ça fait pas changer c'est un petit truc, quoi, tu vois, c'est pas hyper compliqué. Ouais, j'ai trouvé ça sympa. Alors, c'est intéressant aussi, ils ont sorti par faction. Donc là, vous avez l'Alpha Légion, la création de build, la Black Légion, les Emperor Children. Par exemple, ils ont sorti un petit stratagème pour chaque faction, chaque légion, pardon, et avec un petit trait de seigneur de guerre qui va bien. Donc j'ai trouvé ça pas mal. Ce que j'ai pris pour vous parler de ça, c'est celui des Red Corsair. Donc par exemple, une figurine Red Corsair seulement. Ok, ça on avait compris, puisque c'est pour les Red Corsair. À votre phase de commandement, vous pouvez choisir une unité base. Red Corsair a mis à 9 pas du porteur. À la fin de votre prochaine phase de tir, l'unité choisie peut faire un mouvement normal de jusqu'à 6 après avoir tiré, mais ne pourra pas charger. Ça, c'est trop bien, parce que c'est justement, ça permet de créer une petite faiblesse dans le jeu, enfin un petit truc, c'est que vous avez votre unité, elle a tiré, sachant que c'est pas le point fort des Red Corsair, mais bon, elle a tiré, clac, vous la redéplacez de 6 pas, un petit mouvement après. Ça, c'est super cool, c'est sur une seule unité, c'est votre seigneur de guerre qui décide au début de votre phase de commandement qui sera l'unité qui est capable de faire ça, et vous pouvez pas charger derrière, donc c'est quand même super bien. Ensuite, vous avez sécurisé le butin, utilisez ce strata, là c'est un strata, pour les Red Corsair, une unité base Red Corsair, qui est à portée d'un pion objectif et choisi comme cible les attaques qui ont une caractéristique de dégâts de 1, t'as plus 1 au jet de sauvegarde. Voilà. Mais si tu te fais tirer dessus au bolter, ça te fait une de plus. Donc c'est pas mal. Donc il y a plein de petites choses comme ça qui sont pas mal. Alors on va passer maintenant aux Space Marines, les Poster Boys. Donc les Space Marines,
Toutes les unités du chapitre doivent être, si vous avez des ultras, il faut que ce soit que des ultras, si vous avez machin, c'est que des trucs. Si vous voulez mettre dans votre détachement des choses qui sont différentes, il faut qu'il soit un Jean de l'Imperium. Vous pouvez inclure une unité de seigneur de bataille, mais seulement si c'est un primarque. C'est là où il y a à mon avis un petit bug, si tu veux. Parce que ils te disent que tu peux mettre un seigneur de bataille si c'est un primarque. Un primarque, t'en as qu'un, c'est Roboute Guilliman, et Roboute Guilliman, il a le mot-clé monstre. Donc à mon avis, il faut dire ok, pour l'instant, on peut le jouer. De toute façon, Roboute, il est pas... Voilà. Après, vu le prix qu'il coûte, ça peut être rigolo si vous mettez Abaddon versus machin, mais voilà. Vous pouvez inclure une unité d'attaque rapide, mais seulement si c'est une unité d'escouade d'assaut qui n'est pas équipée de réacteurs dorsaux ou une unité de loup fenricien. Si vous incluez une unité de loup fenricien, elle peut avoir un effectif initial de 5 figurines seulement. Vous ne pouvez pas lui ajouter des figurines supplémentaires. Vous pouvez inclure une unité de soutien, mais seulement si c'est une unité escouade Hellblaster ou escouade Eradicator. Si vous incluez une unité escouade Hellblaster, elle peut avoir un effectif initial de 5 figurines seulement. Bah ça va, ça pique pas dans les couleurs non plus, ça. Ouais, mais c'est tellement cher, ça fait 185 points. Hein. C'est cher, hein. C'est vraiment cher. Les Hellblaster, c'est cher. Hein. Pour le coup, les Eradicators par 3, ça fonctionne pas mal. Quoi. Vous pouvez inclure une unité de vétérans de campagne. Si votre détachement de patrouille d'abordage inclut à moins une figurine capitaine, cette unité doit avoir un effectif initial de 5 figurines. Vous pouvez inclure une unité servitor seulement si votre détachement de patrouille a un tech marine. Ensuite, les adaptations des règles. La règle escouade de combat ne s'applique pas. Au lieu de cela, les unités sont scindées en escouade d'abordage. Ce qui veut dire, si vous avez une unité de 10, elle est obligatoirement scindée en 2 unités de 5. Et c'est 2 unités distinctes. Elles ne se scindent pas après le déploiement. Elles se scindent avant le déploiement. Si votre chapitre n'est pas un des suivants, alors là c'est pareil. En gros, si vous avez un chapitre successeur, vous choisissez la règle que vous voulez. Quand une figurine ennemie fait une attaque de tir sur une cible qui a la tactique de chapitre Maître des Ombres, même chose. C'est comme pour les Spacemen du Chaos. Si c'est à plus de 6 pas, vous bénéficiez du couvert léger. Les unités loup fenricien ne peuvent pas entreprendre d'action. Et enfin, les figurines qui ont l'aptitude attaque de flanc perdent cette aptitude pour la bataille. Donc ça, c'est clair, c'est niette. Alors, les améliorations, vous avez la lame de l'Imperium, ajouter 1 à la caractéristique d'attaque du porteur et ajouter 1 au jet de charge du porteur. Bon, là, c'est pareil, ils ont repris un petit peu des titres seigneurs de guerre un peu basiques, un peu iconiques. Maître de guerre, à votre phase de commandement, vous pouvez choisir une unité base Adeptus Astartes ami à 9 pas du porteur. Jusqu'au début de votre prochaine phase de commandement, l'unité choisie à l'aptitude objectif sécurisé. Si elle l'avait déjà, elle compte pour 2 figurines. Ça, c'est pas mal parce que ça permet de mettre des unités non base avec objectif sécurisé, c'est très fort. Et sinon, vous avez la fameuse armure d'artificier. Vous prenez donc votre petit sergent se retrouve avec une sauvegarde à 2+, et une invulnérable à 4. C'est plutôt pas mal. Dans les stratagèmes, vous en avez que 4, et dont la fameuse physiologie transhumaine. Donc, ça, vous connaissez. Si vous avez une unité de Primaris, et du coup, sur 1 à 3, elle est pas blessée. Vous avez aussi la force de l'empereur qui est pas mal. Utilisez ce stratagème à votre phase de combat quand une unité Astartes de votre armée est choisie pour combattre. Jusqu'à la fin de la phase, à chaque attaque de mêlée de la figurine, l'unité ajoute +1 à ses caractéristiques de force. Ça peut être très bien, surtout quand vous jouez contre de l'orque, qui a une endurance de 5. Et vous avez le fameux seul amorphin méfant au devoir, c'est votre personnage, s'il a été tué avant d'avoir pu frapper, il peut frapper quand même. Donc ça, c'est plutôt cool. Vous avez une figurine à 100 points qui vient de se faire dessouder. Au moins, elle peut faire ses attaques. Ça peut changer la game. Et puis, avance régulière. Ça vous permet de vous mettre en état d'alerte et de toucher sur du 5+. Donc, vous tenez bon également. Attention, ça ne se stack pas avec le trait de seigneur de guerre générique qui fait ça. Alors, vous avez, donc pour tous les trucs, Black Templar. Alors, ce que j'ai retenu, les Dark Angel, par exemple.
Donc en Dark Angel par exemple, il y a un truc qui vous permet, avec intraitable, ça vous permet de vous désengager, même si vous avez une unité qui est cercle intérieur, et vous êtes éligible pour tirer à ce tour. Donc un petit stratagème qui est quand même vachement sympa. Le maître stratège, ça joue sur les doctrines de combat. Et puis on va faire les ultramarines aussi, pour le plaisir. Les ultramarines, alors les Wildcard aussi c'est assez fort, hein. Je vous laisserai lire. Les ultramarines, c'est sur un 5+, quand il y a un PC qui est dépensé, vous en récupérez un. Donc c'est toujours sympa. C'est vraiment les règles de base du mec ultramarine, c'était vraiment les règles de base qu'il y avait avant. Et puis vous avez l'adaptation stratégique, c'est-à-dire que pour un PC, vous choisissez une unité et elle a toutes les doctrines au même tour. Donc dévastateur, tactique et assaut. Donc c'est pas game breaker et c'est quand même vachement, voilà, c'est des petits stratagèmes. Il y en a pas besoin d'en avoir 50, là il y en a très peu, donc c'est plutôt cool. Et là par exemple pour les White Scars, le stratagème c'est que vous faites une avance de 8 et non pas une advance où vous lancez un dé. Vous faites une advance de 8 direct. Sachant que les White Scars ils ont advance et charge, ça peut faire une petite surprise quand même. Alors, on va passer tout de suite aux Grey Knight. Les Grey Knight, donc, qui ne sont pas les oubliés cette fois-ci, donc ça fait plutôt plaisir. Toutes les unités, donc, doivent avoir la même confrérie. Vous pouvez inclure une unité d'attaque rapide si c'est une escouade d'interceptors. Vous pouvez ajouter une unité de serviteur seulement si vous avez un tech marine. Et vous ne pouvez pas donner des améliorations de sagesse des pronosticards aux figurines de votre armée. Ensuite, les figurines des unités interceptors ont une caractéristique de mouvement de 6. Voilà, c'est clair. L'aptitude téléporteur personnalisée des escouades interceptors est remplacée par une fois par bataille, les figurines de cette unité peuvent utiliser leur téléporteur pour faire un mouvement normal. Si elles le font, jusqu'à la fin de ce mouvement, elles peuvent se déplacer horizontalement à travers les figurines et les terrains comme s'ils n'étaient pas là. Donc en fait, vous allez faire une téléportation, mais sur un mouvement normal, donc de 6 pas. Donc c'est fort, mais c'est pas très fort quand même. C'est quand même beaucoup moins fort que... Pas au bout de la map, quoi. Voilà, et c'est une fois par partie. Quand une figurine ennemie fait une attaque de tir qui cible une unité Grey Knight amie, alors qu'elle est dans la marée des ombres, elle a le +1 à la sauvegarde. Donc ça c'est plutôt cool. C'est les mêmes mécanismes qu'on retrouve, hein. Vous avez vu 3 factions, 3 fois les mêmes mécanismes, donc c'est très simple. Vous ne pouvez pas tenter de manifester précognition fatale, feu de l'engagement, ni aucun autre des pouvoirs psychiques du feu sorcier de la discipline séraphique plus d'une fois chacun par round de bataille. Donc là, un garde-fou par rapport au BM et ainsi de suite. Le pouvoir psychique portail d'infinité a une valeur de charge de 11. Mais vous verrez dans les parties qu'on joue sur la chaîne que c'est quand même pas mal en fin de game de pouvoir faire ça. C'est ultra game breaker. Vous pouvez utiliser le vortex funeste à une valeur de charge de 10. Donc dans les améliorations, les mêmes choses. Maître des marées par exemple, le porteur connaît le pouvoir psychique modelage du joueur. Bon, ça vous avez l'habitude pour les joueurs GK, ça permet de changer les marées. Vous avez différents trucs, le tueur des démons, ajouter un à la caractéristique d'attaque du porteur. Chaque fois qu'il fait une attaque contre une unité démon, on ne peut tenter aucune sauvegarde de n'importe quel type contre ses attaques. Donc là on est vraiment dans le truc miroir contre les démons. On a le petit stratagème que j'ai retenu moi personnellement, c'est communion chevaleresque. Utilisez ce stratagème à votre phase de commandement, choisissez une figurine personnage Grey Knight de votre armée qui est sur le champ de bataille, puis choisissez une unité base Grey Knight amie. Jusqu'au début de votre prochaine phase de commandement, l'unité base compte comme étant à portée des aptitudes d'aura. En gros, vous avez une unité qui est à l'autre bout de la map, sachant que, rappelez-vous, les auras, elles traversent plus les murs. Et là, vous pouvez faire comme si elle a la relance D1 ou je ne sais quoi, ce que vous avez pris. Si vous avez un mec qui fait la relance D1, par exemple, elle a la relance D1. Voilà. Donc ça, j'ai trouvé ça pas mal. Vraiment sympa. Après, il y a le munition psy, il y a des trucs iconiques des Grey Knight que vous connaissez si vous jouez Grey Knight. Alors, l'Astra Militarum. Donc, vous pouvez inclure jusqu'à 3 figurines personnages. Donc, normalement, je vous rappelle, c'est 1 seulement. Hein. Mais une seule d'entre elles peut avoir une caractéristique de point de vie de 5 ou plus.
C'est intéressant parce que du coup, ça veut dire que vous pouvez mettre un petit commissaire, par exemple, que vous allez pouvoir mettre un petit psycheur, que vous allez pouvoir vraiment jouer sur ce genre de choses avec des petits personnages pas chers. Donc ça, c'est vraiment cool. 3 personnages pour l'Astra Militarum. Les figurines attachées peuvent être ajoutées aux unités d'escouade de commandement pour augmenter leur taille d'unité au-dessus de 5. Mais vous ne pouvez pas ajouter plus d'une figurine attachée à une unité d'escouade de commandement. Ok, donc en fait ça fait 6. Lorsque vous formez des escouades d'abordage, ne les scindez pas en unités séparées. D'accord, donc pour les escouades de commandement. Alors après, je suis pas sûr que ce soit vraiment bien en abordage. Vous pouvez ajouter une unité de servitor du Minitorum si vous avez un Technogure, toujours la même. Lorsque vous formez des escouades d'abordage, ne scindez pas les unités d'escouades d'infanterie en 2. Donc les escouades de Cadiens ou de machin, c'est toujours 10 figurines. Donc pas évident quand même, parce que ça veut dire aussi que les unités par exemple d'agents de l'Imperium, elles se scindent pas non plus. Donc ça fait pas des petites unités à pas cher que vous pouvez aller partout avec. Alors, l'adaptation des règles. La doctrine régimentaire agent de reconnaissance est remplacée par, au début du premier round de bataille, une unité de cette doctrine régimentaire dont chaque figurine, blablabla, est dans la zone d'entrée, elle peut faire un mouvement de 6. Donc ça, rappelez-vous des règles de base. Comme je vous dis, ça change pas les règles de base. Simplement, ça retravaille les règles pour que ce soit jouable. Le pouvoir psychique, Maelstrom psychique a une valeur de warp de 8. Les figurines avec l'aptitude saut de combat perdent cette aptitude. Alors, vous avez des améliorations qui sont un petit peu plus nombreuses. J'ai l'impression qu'il y en a 4. Entraînement tactique supérieur. Lorsque vous prenez cette amélioration, choisissez un type d'ordre, régiment ou perfectus, que le porteur ne connaît pas. Le porteur connaît ses ordres en plus de ceux qu'il connaît. Masque mortuaire d'Alanius. Les figurines de l'unité du porteur ont une sauvegarde invulnérable à 4+. Là, c'est vraiment pour si vous prenez une unité qui va être votre seigneur de guerre. En fait. Dirigé par l'exemple, le porteur peut donner des ordres, donc voilà, typiquement, à sa propre unité, même si vous ne pouvez pas choisir des unités officiers quand vous donnez des ordres en temps normal. Voilà. Donc tout ça, je ne vais pas tous vous les faire, c'est plutôt bien foutu. Ça permet une flexibilité dans les parties. Là, par exemple, celui que j'ai trouvé vachement sympa en stratagème, c'est baissez-vous. Si vous jouez ce stratagème, l'unité qui est devant, qui normalement vous empêche de voir, elle se couche par terre et donc tu peux tirer quand même. J'ai trouvé ça super sympa. Voilà, par exemple, planification minutieuse. Pour un PC, tu peux donner un ordre à n'importe quelle figurine sur le champ de bataille. Pas que un ordre que tu vois dans ton aura, blablabla. Voilà. Donc je trouve ça bien. Ensuite, on passe à la suite. Avec les orques. Alors là, franchement, j'ai trouvé que c'était sympa. Il y a toujours pas de Daka, mais c'est sympa. Enfin, il y a un Daka, mais il est pourri. Il n'y a pas le Daka à l'ancienne. Alors, toutes les unités clans de votre patrouille d'abordage doivent provenir du même clan. Vous pouvez inclure jusqu'à 2 figurines personnages, mais la deuxième figurine doit être un fouettard. Et vous ne pouvez pas avoir plus d'un fouettard. Vous pouvez inclure une unité Gretchin, seulement une. Vous pouvez pas jouer full Gretchin. Lorsque vous formez des escouades d'abordage, ne scindez pas les Gretchin en 2. Donc vous pouvez en jouer qu'une et elle est forcément de 10. Vous pouvez inclure une unité de soutien, mais seulement si c'est des frimeurs. Vous pouvez inclure jusqu'à 2 unités Meganobs dans votre armée. Ça, c'est pas mal. Je rappelle que les élites, vous ne pouvez en avoir que d'un seul type. Là, ça veut dire que vous pouvez en avoir 2. Et vous pouvez améliorer une figurine de votre armée avec une customisation. Les adaptations de règles. L'aptitude égorgeur des unités commando s'applique seulement tant que l'unité attaque à moins de 1 d'une écoutille ouverte ou si elle a utilisé un grotte-leurre. Chaque fois qu'une figurine ennemie fait une attaque de tir qui cible une unité ayant la culture tactique, si la figurine attaque est à plus de 6, toujours la même chose, vous avez le +1 la save, ce qui avec des orques,
ne sert à rien, soyons clairs. Si une ou plusieurs unités de votre armée a la culture les chanceux bleus, au lieu que toutes les unités infanterie ayant cette culture gagnent l'aptitude objectif sécurisé, chaque figurine infanterie de l'unité compte une figurine supplémentaire. Chaque fois qu'une attaque de marteau castanque, ça j'ai trouvé ça marrant, chaque fois qu'une attaque de marteau castanque rate sa cible, le porteur est détruit et son unité subit D3 blessures mortelles. Pas se rater avec eux. Quand vous déployez une unité de Gretchin dans une zone d'entrée, vous pouvez également déployer une unité fouettard dans la même zone. Et le pouvoir psychique Also a une valeur de charge warp de 11. Amélioration hyper importante, parce que sinon, ça pouvait forcer les joueurs à prendre obligatoirement un Big Boss pour avoir la WAG. Et évidemment, ça voulait dire que vous ne pouviez pas prendre d'autres personnages. C'était un peu compliqué, et donc, sauf le fouettard, qui est quand même pas ouf, parce que les Gretchen, c'est pas ouf. Donc, vous pouvez, alors il y a la raison du plus fort, ajouter 1 aux caractéristiques de force d'attaque du porteur. Bon, ok. Si vous n'avez pas de Big Boss, vous n'avez pas payé de Big Boss, quoi que ce soit, ça peut être emmerdant parce que vous n'avez pas la WAG. Mais, grâce à Grand Boss, c'est une amélioration que vous pouvez mettre sur une figurine qui n'est pas votre seigneur, qui n'est pas un boss de guerre. Donc, si c'est une figurine qui n'est pas un boss de guerre, par exemple, si vous prenez, je sais pas moi, un Bizarre Boy, eh ben, vous pouvez lui prendre ça. Et du coup, il pourra déclarer une WAG qui sera une petite WAG, et du coup, elle durera un seul tour au lieu de durer 2 tours. Donc ça, j'ai trouvé ça pas mal, parce que du coup, la WAG, c'est quand même le truc qui est pas mal chez les orques, donc c'est pour pouvoir diversifier les listes. Vous pouvez prendre aussi mon corps de super cyborg, mais ça, on s'en fout un peu. Allez, les 3 stratagèmes que j'ai pris de côté, c'est le pot de cuir. Utilisez ce stratagème à n'importe quelle phase quand une unité orque de votre armée, hormis les unités Gretchin, est choisie comme cible d'une attaque. Donc là, c'est la physiologie transhumane pour les orques. C'est pas mal. Alors pour des unités qui ont du 5, ça sert pas souvent, mais c'est pas mal. On voit qu'ils ont mis ce type de stratagème assez souvent quand même. Le trop dur pour crever. Si vous avez une unité d'orque qui est détruite, si je me souviens bien, utilisez cette la phase de combat. Quand une unité orque de votre armée n'a pas été choisie pour combattre à cette phase et qu'elle a été choisie pour une attaque, jusqu'à la fin de la phase, chaque fois qu'une figurine de l'unité est détruite, ne la retirez pas du jeu. La figurine détruite peut combattre. Donc c'est en gros une petite... voilà. Vous êtes chargé, vous faites taper dessus, et chaque fois vous perdez une figurine, elle combat avant de mourir. Donc ça c'est vraiment sympa. Et puis le t'es là, t'es plus là, pour un PC, utilisez ce stratagème pendant votre déploiement, vous choisissez une unité orque de votre armée, vous la mettez de côté, et après elle peut rentrer sur le champ de bataille à plus de 9 pas toute figurine ennemie, ou dans les fameuses zones de déploiement adverses. Et jusqu'au tour 4. Donc ça c'est plutôt bien aussi, ça peut faire des belles surprises, ça remplace un petit peu l'Olso à un moment. Donc voilà. Bon après il y a les figurines, il y a l'empilage, c'est aussi, j'ai trouvé ça marrant, utilisez ce stratagème à votre phase de mouvement ou à la phase de mouvement adverse. Lorsqu'une écoutille vient d'être ouverte, jusqu'à la fin du tour, toutes les unités orques de votre armée qui se trouvent à portée d'engagement d'une ou plusieurs unités ennemies du fait que l'écoutille ait été ouverte comptent comme ayant chargé. On passe à un truc qui va être un peu fastidieux, mais ça vaut le coup quand même de vous l'expliquer. C'est ce qu'ils disent sur les actions d'abordage. Alors, vous trouverez dans les pages suivantes une pléthore de nouvelles missions à utiliser lors de vos parties d'action d'abordage. Si vous disposez des règles d'action d'abordage d'Arc Fatidique Abaddon et du set de terrain d'action d'abordage pour Warhammer 40 000, alors vous pourrez jouer n'importe quelle mission présentée ici. Toutes ces missions sont de nature asymétrique et un joueur y endossera le rôle de défenseur, le rôle des défenseurs du vaisseau, tandis que l'autre joueur sera donc celui qui attaque. Qu'il s'agisse d'ouvrir des sas étanches de l'astronef pour rejeter son équipage dans le vide, de piller des cales de navires ou d'utiliser ses canons contre les forces qui combattent sur la planète en contrebas, vous trouverez nombre de nouveaux scénarios à essayer. C'est très important, ça, c'est-à-dire qu'ils disent d'entrée,
et d'ailleurs c'est le cas dans le White Dwarf qui est sorti, qui est super bien, c'est vraiment, ils mettent l'axe sur le narratif. Il faut vraiment le prendre comme ça. Il faut vraiment inventer des petits trucs qui vont avec, 2 vaisseaux qui s'abordent, une attaque défense, la défense d'un point, et ainsi de suite. Vous allez le voir, c'est vraiment tourné dans ce sens-là. J'en ai pris 3 que je vais vous présenter après, et vous allez le comprendre. Vous pouvez en outre enrichir ces missions avec le set Killzone. Celui-ci vous fournit plusieurs nouveaux éléments de décor à incorporer à vos plateaux de jeu. Certains offrent de nouvelles cachettes, tandis que d'autres prennent la forme de bonbonnes explosives ou d'électronodules hautement instables qui modifieront votre approche des missions. Il est important de noter que les missions qui suivent sont conçues pour être aussi amusantes que vous disposiez ou non de ces éléments de terrain supplémentaires, et chacune propose une partie équilibrée entre les 2 joueurs, quel que soit le rôle de chacun. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejouer une mission en inversant les rôles entre l'attaquant et le défenseur, afin de voir si vous parvenez à tirer profit de l'expérience de la bataille précédente pour triompher une fois dans la peau de la personne opposée. Ce que j'ai trouvé ça amusant, c'est que c'est exactement ce qui avait marqué dans Space Hulk à une époque. Dans Space Hulk, dans les premières versions, c'était tellement dur de gagner en Space Marine qui disait vous le jouez une fois en Space Marine, vous le jouez une fois en Genestealer, et en fait c'est celui qui a le meilleur résultat des 2 qui gagne. Voilà. Et donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Killzone, ça veut dire ce qu'il y avait dans les boîtes Kill Team, là on va s'en servir. Il n'y a aucun changement dans la partie d'action d'abordage. Donc là, pour répondre aux questions, il n'y a aucun changement, rien ne change. C'est bien, toujours la même chose, les réserves c'est pareil, c'est dans les zones d'entrée, blablabla. Les unités de l'armée d'un joueur qui ne commence pas la bataille sur le champ de bataille commencent la bataille en réserve, donc voilà, je remets l'accent là-dessus. Mais voilà, et je vous rappelle que toutes les unités qui sont pas rentrées en réserve à partir du 4 à la fin du 4e tour sont mortes, et non pas à la fin du 3e tour. Donc ça, on connaît. Par contre, il y a ça en plus. Et alors, ils les mettent en option, on n'est pas obligé de les mettre. Mais franchement, c'est pas mal. Par exemple, bon ça c'est un petit mur. Donc ça fait un petit élément de mur, ça permet de se planquer dans un couloir. Le second, ça fait élément de barrière. Les figurines ne peuvent pas se déplacer au travers. Les figurines ne peuvent pas se déplacer à travers cet élément de terrain. Donc ça c'est la conduite. Je sais pas si vous la voyez bien à l'écran. Ah oui, il va falloir que je fasse attention parce que sinon ma tête va empêcher que vous voyiez le dernier truc. C'est un couvert partiel, voilà, c'est ce que je voulais dire. Quand une figurine fait une attaque de tir, si c'est pas possible de tracer une ligne bla bla bla, ben en gros ça fait un couvert, donc plus 1 à la sauvegarde. Donc c'est pas mal parce que tu vois, tu peux charger, mais du coup t'as quand même plus 1 à la sauvegarde. Alors il y a là, je sais pas si vous allez le voir, la conduite effondrée. Conduite effondrée, alors là c'est entrave, si une unité fait un mouvement normal, avance ou bat en retraite, et si certaines des figurines de l'unité traversent cette conduite effondrée, il y a -2 en mouvement, voilà, jusqu'à un minimum de 0, et si vous faites une charge machin, c'est -2. Et c'est un couvert partiel là aussi. Donc ça permet d'avoir plus 1 à la sauvegarde. Ensuite, vous avez les électronodules, donc c'est une espèce de truc électrique là. Donc ça fait barrière, figurine ne peut pas se déplacer au travers, couvert partiel, plus 1 à la sauvegarde, et décharge électrique. Alors là c'est marrant. Tant qu'une figurine est à 2 pas de cet élément de terrain, à chaque attaque de tir de cette figurine, soustrayez 1 au jet de touche de cette attaque. Donc là pour le coup, il y a le fameux -1 à la touche, vraiment que dans ce cas-là. Et puis alors vous avez la bonbonne explosive. Alors ça c'est marrant aussi, parce que donc c'est un mur, voilà, c'est destructible, donc ça a une force, une endurance et ainsi de suite. Donc les 2 joueurs peuvent faire des attaques de tir contre cet élément de terrain, et quand il est détruit, il explose. Il n'a pas de portée d'engagement et ne peut pas être déclaré en charge, il ne peut pas y avoir de charge contre lui, et on ne peut pas faire d'attaque de mêlée contre lui. Les 2 joueurs peuvent accomplir l'action suivante. Sabotage. Une ou plusieurs unités de votre armée peuvent entreprendre cette action à la fin de l'étape de se déplacer des unités de la phase de mouvement, si elles sont à 1 pas ou moins de cet élément, donc qui s'appelle une bonbonne explosive.
Cette action est accomplie à la fin du tour. Si elle est accomplie, cet élément de terrain explosera à la fin de votre prochaine phase de mouvement. Donc vous pouvez vous le sabotez et vous vous barrez, et là elle explosera à la fin de votre prochaine phase de mouvement. Quand cet élément de terrain explose, jetez 1 des 6 pour chaque unité à 3 pas. Sur un 2 à 4, l'unité reçoit une blessure mortelle. Sur un 5+, 2 blessures mortelles. Puis retirez l'élément de terrain. Alors c'est marrant parce qu'ils disent qu'on peut retirer l'élément de terrain, c'est pas la seule fois qu'ils le disent. Mais alors qu'est-ce que c'est chiant à retirer? Mais bon, ça c'est un autre problème. Alors là par exemple, je vous montre le vider le vaisseau. Là, vous voyez, en C4 par exemple, vous avez typiquement vous avez voilà, le C4 c'est ça. C'est l'électronodule, il est là. Et vous l'avez ici et vous l'avez ici. Voilà. Ouais. Puis là vous avez le C5. Enfin voilà, vous avez à certains endroits vous en avez. Le vaisseau, donc celui-là c'est le premier scénario. Donc vous voyez déjà il y a une zone inaccessible avec des sas qui sont verrouillés. Vous vous souvenez que la semaine dernière on a eu des espèces de trucs avec des trucs contre les portes là. Et ben clairement ça peut montrer des sas verrouillés. Donc patrouille sécurisée. Alors patrouille de sécurité. La zone d'entrée de patrouille peut seulement être utilisée par le défenseur. Voilà. Cette zone-là, par exemple, si tu es défenseur, bah, tu as cette zone-là en plus. Donc, ça fait une zone de déploiement supplémentaire. Donc, c'est pas mal. Si tu es défenseur. Les écoutilles marquées SAS sur la carte ci-contre indiquent les entrées des SAS pressurisées. Elles se comportent comme des écoutilles normales, avec l'exception suivante. Un SAS peut être ouvert seulement par l'attaquant. Une fois ouvert, le SAS ne peut plus être refermé. L'attaquant marque 20 points de victoire pour chacun des SAS qui a été ouvert, et le défenseur marque 20 points de victoire pour chacun des SAS qui sont encore fermés. Donc ça, c'est les objectifs. Maintenez l'intégrité du vaisseau. Donc voilà, à la fin de la partie, des 5 tours, bah, si tu as ouvert tous les SAS, bah, tu marques 20 points, et si l'autre il a réussi à les fermer, bah, il marque 20 points. Et à la fin de la bataille, celui qui a tué le seigneur de guerre marque 10 points supplémentaires. Ensuite, vous avez la mission numéro 2. Donc là, on voit des zones bien différentes. Alors, il y a le nodule de contrôle. Donc déjà, là, c'est l'attaquant à le premier tour. Donc déjà, si tu joues attaquant, tu as le premier tour. Nodule de contrôle. Le nodule de contrôle est le seul pion objectif sur lequel on peut effectuer l'action sécuriser le site. Donc là, c'est pour... c'est la règle de base, sécuriser le site. L'action de base. De plus, toute unité peut effectuer l'action sécuriser le site sur le pion objectif. Quelle est l'aptitude sécurisée ou non? Ah ok. Parce que normalement, oui, effectivement, il faut avoir l'aptitude objectif sécurisée. L'attaquant commence la bataille avec 60 points de victoire au début de la phase de commandement du défenseur. Si le défenseur contrôle le pion objectif nodule de contrôle, pour chaque pion objectif de chargeur qu'il contrôle, retirez 10 points de victoire à l'attaquant. Ah, c'est marrant parce que c'est à l'inverse. En fait, t'as ton bonus au départ, t'as ton pool de points, et ben s'il réussit des trucs, ça t'enlève des points. J'ai trouvé ça vachement marrant comme manière de faire. On est un peu comme dans les missions catastrophes, tu vois. Sinon, pour chaque pion objectif de chargeur que le défenseur contrôle, vous soustrayez 5 points de victoire à l'attaquant jusqu'à un minimum de 0. Donc en fait, c'est marrant parce que tu as ce truc objectif défense et donc tu as l'objectif progressif qui s'appelle prenez les canons. Au début de la phase de commandement de l'attaquant, s'il contrôle le pion objectif nodule de contrôle, il marque 5 points de victoire. Ce côté-là, un petit peu différent que j'ai trouvé bien. Et puis pour finir, alors vous voyez, il y en a plein d'autres avec des chambres fortes. Voilà. Pour finir, là, il y a une cellule, il faut délivrer quelqu'un, tout simplement. Donc ça, moi j'adore ce genre de scénario comme ça. Bah, ouais, c'est vrai, c'est vraiment basé sur le narratif. Et tu te demandes si tu vas y arriver, parce que si t'es l'attaquant que tu dois réussir une mission, tu fais pas ce que tu veux, quoi. C'est le scénar qui te fait jouer. C'est pas comme c'est ça qui m'emmerde à 40 000. Il faudra aussi que les gars qui jouent en boarding action, je joue pas comme à 40 000, c'est-à-dire je joue plus cool, de manière à dire comment je vais attaquer, comment je vais être défenseur si je suis défenseur, et pas
des empilements de strata et de, tu sais, comme, enfin, voilà, de combines, de dire, ah, putain, ton tank qui tire fort, bah, normal, parce que j'ai ça à côté, plus ça, plus ça, plus ça. Qui, à mon avis, ne se fait beaucoup moins ou plus dans ce jeu-là. Et ce qui fait que tu dis, comment je vais faire pour aller au bout? Et j'ai l'impression, moi, de retrouver un jeu où on me demande de faire un truc et je vais voir si je peux y arriver de le faire. Et pas, j'ai calculé mon coup avant pour arriver à faire quelque chose. Là, il y a activer les générateurs. C'était celui que je voulais vous le montrer. Il y a 6 scénarios hein, dans ce engron. C'était le dernier que je voulais vous montrer parce que je le trouvais super intéressant parce qu'il est sur 2 étages. Donc là, le tapis est divisé en 2 et il y a un étage en haut et un étage en dessous. Bon, celui qui est l'attaquant est dans un certain étage et celui qui est un défenseur est dans un autre étage. Alors je sais que Creed, moi, quand je lui ai parlé de ça, il m'a dit c'est celui-là que je veux jouer. Donc c'est assez rigolo. C'est vraiment, il faut activer les générateurs. Donc vous avez des zones d'accès. Donc vous voyez les zones d'accès qui sont A, B, C, D, machin. Et c'est par là que vous allez descendre ou monter. Donc vous avez pion objectif générateur, pion objectif terminal. Voilà. Donc vous avez des générateurs à un étage et des terminaux à un autre étage. Plusieurs niveaux. Donc là c'est le défenseur qui a le premier tour. Quand vous placez le champ de bataille, chaque plateau de jeu représente un niveau différent du vaisseau. Il n'est pas possible, de déplacer les unités d'un plateau à l'autre, hormis en utilisant l'action changer de niveau. Et donc en fait, bon, je vais vous la faire courte, je vais pas tout vous lire. Vous faites votre action en zone E, vous descendez ou vous montez en zone E de l'autre côté. Et vous entreprenez l'action à la fin de votre phase de mouvement. Il faut avoir toutes ces unités dans la zone d'accès. Cette action peut être entreprise par une unité qui a advance ou battu en retraite à ce tour. L'action est accomplie à la fin de votre phase de mouvement. Et donc, tu peux descendre et tirer, quoi. Tu peux te placer à portée d'engagement. Voilà. Mais il y aura pas, c'est comme quand tu ouvres une écoutille, ça voudra pas dire que tu as chargé. Mais tu peux très bien te mettre, te retrouver au close et frapper. Et tu peux combattre entre les ponts. Ça, j'ai trouvé ça marrant aussi. Pendant la phase de combat, tant qu'une figurine est à l'intérieur de la zone d'accès, elle compte comme étant visible et à portée d'engagement de toute figurine adverse dans la zone d'accès de l'autre zone d'accès. D'accord? Donc en gros, il y en a un qui est en haut des escaliers, l'autre est en bas des escaliers, quoi, tu vois. Et puis voilà. Donc après, il faut faire une action pour sécuriser le site, blablabla, puis on marque 10 points. Enfin bon, après, c'est des trucs classiques, vous marquez 10 points de ceci, 10 points de cela... vous mettez en déroute l'adversaire. Enfin, après, il y a des règles un peu spéciales. Mais ce que je voulais vous montrer par rapport à ce scénario-là, c'est effectivement ce côté qu'on va jouer sur plusieurs étages. Et j'ai trouvé ça vraiment cool. Enfin, voilà. J'espère que ça vous a plu, cette petite review.